Madame, Messieurs, bienvenue. Toutes nos excuses avec le retard, pour le retard avec lequel nous débutons ce magazine kiosque de ce lundi 3 juillet 2023. Bon début de semaine à tous. Merci de nous suivre. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par le processus électoral avec ces rencontres entre les présidents de la CENI, Denis Kadima, et les opposants. Samedi, il était avec, c'était vendredi, il était avec les 4 leaders de l'opposition, Matata Ponyo, Martin Fayulu, Délice Sanga, et le secrétaire général d'ensemble de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, c'est Adolphe Mozito qui a annoncé dans cette rencontre avec le président de la CENI, Denis Kadima. Nous attendons également la rencontre avec le FCC de Joseph Kabila qui n'est pas encore programmée. Alors nous allons analyser avec nos 3 invités ces rencontres Denis Kadima et les opposants. Ils sont au nombre de 3 invités ce matin. Nous avons Christian Emango. Bonjour. Bonjour Madame Gisèle Etoko. Merci beaucoup de votre invitation une fois de plus sur ce plateau majestueux de kiosque. Voilà. En face de Christian Emango, il y a Pascal Onji. Bonjour Pascal. Bonjour Gisèle Etoko. Merci à mes frères qui ont respecté le rendez-vous de lundi en face de moi. Je crois que nous allons, comme d'habitude, analyser en profondeur les thèmes sélectionnés par votre personnalité, de manière à pouvoir éclairer la lanterne du grand public. Voilà. Et le 3e invité, c'est bel et bien Serge Tseka. Bonjour et bon début de week-end. De la semaine, voilà. Bonjour Gisèle, bonjour à toute l'équipe, bonjour à ceux qui suivent cette émission. J'espère que nous allons passer un très bon moment de télé, surtout des réflexions à votre compagnie. Voilà. Alors, l'actualité, comme je le disais tantôt, Madame, Monsieur, très chers invités, c'est le processus électoral. Alors, Denis Kadima était avec les opposants, les 4 leaders. C'était le week-end, hein, Christian et Mango. Quelle analyse vous faites de cette rencontre entre Denis Kadima et les opposants? Aujourd'hui, c'est Adolphe Mozito qui est prévu. L'analyse que nous faisons, nous l'avons déjà faite depuis plusieurs jours. Nous avions commencé à dire, c'était sur ce même plateau, qu'on avait mis la charrue avant les bœufs, qu'il n'y avait pas d'inclusivité à ce processus électoral et qu'il fallait pour ce faire donner la voix, la parole à tous ceux qui estiment que le processus électoral comporte beaucoup des zones d'ombre et il fallait leur donner des réponses claires et nettes à ces sujets. Malheureusement, on ne nous avait pas suivis. C'est seulement lorsque on arrive devant le mur, on sait qu'on va s'écraser, qu'on se rebiffe maintenant. Mais il n'est jamais tard pour bien faire. Et je constate malheureusement que même quand on cherche à se rattraper, le président de la CENI oublie quelque part qu'il n'a pas plus de compétences que d'organiser les élections. Il n'a pas plus de compétences que d'organiser les élections, d'autant plus que les moyens pour organiser ces élections-là ne viennent pas de lui. Ils sont mobilisés ailleurs. Le temps ne dépend pas de lui. Le temps dépend de Dieu. Et lorsque vous avez déjà raté, vous êtes en retard par rapport au temps, vous pouvez avoir l'argent comme vous voulez, mais vous n'allez pas le rattraper. C'est-à-dire ceci. Le président Denis Kadima, c'est aujourd'hui qu'il nous dit qu'il a 8 mois de retard. Ça, c'est public. Qu'il a 8 mois de retard où il ne reçoit pas le financement. À quoi devrait servir ce financement-là? Lorsqu'il est financé, on peut prévoir à ce qu'il y ait formation des agents, puisque nombreux ont estimé que le processus électoral tel qu'il se passait, il y avait beaucoup d'agents qui n'étaient pas qualifiés, qui se sont retrouvés dans des centres et bureaux d'enrôlement, d'inscription. Mais même si on vous donnait autant d'argent que vous voulez, vous n'allez pas former les gens en un jour. Vous allez tout faire en accéléré. Or, c'était des choses qu'on avait, en tout cas, voulu à ce que ça s'efface dès le départ. Pas lorsque nous sommes déjà en aval comme ça, pas lorsque vous avez déjà communiqué, publié un calendrier électoral, parce qu'avant de le faire, nous avions dit qu'en une année seulement,
organiser les élections avec autant de scrutins résidentiels, législatifs, provinciaux, local, et quand il faut dire local, il faut sous-entendre là-bas 4 scrutins. Vous pensez que vous pouvez les organiser en l'espace d'une année seulement? Permettez-moi l'expression, mais c'est quelque part de la folie. Et c'est pour ça que nous avons dit, vu tous ces éléments-là, il fallait qu'il y ait un autre cadre de discussion. Il fallait qu'il y ait un cadre de discussion à l'époque qui était approprié. Mais ces cadres-là, on a botté ça en touche. Et c'est le même cadre, c'est le même format du cadre qu'on veut reprendre aujourd'hui. Qui ne servira à rien. Qui ne servira à rien. Il ne va rien aboutir. Oui, parce que le président de la CENI n'a pas plus de compétences que d'organiser les élections. Aujourd'hui, le problème se trouve ailleurs. Même si nous arrivons à résoudre le problème de la CENI, nous n'allons pas résoudre les problèmes de la majorité présidentielle qui a été volée au FCC au vu des élections, des résultats des élections que l'Union sacrée avait accepté au début du mandat. C'est eux-mêmes qui avaient accepté ces résultats-là. Mais ils ont détourné ça avec leur nouvelle majorité au Parlement, l'Union sacrée. Deuxièmement, nous n'allons pas rattraper ou nous n'allons pas devant le président de la CENI résoudre les problèmes de la Cour constitutionnelle, dont nous estimons que les juges ont été chamboulés de manière à ne pas respecter la loi, ni la Constitution, ni la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, ni les statuts des membres, les règlements intérieurs, pardon, ni les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle. Voilà. Prenant tous ces éléments-là, aujourd'hui, il faut aller droit au but. Il ne faut pas chercher à gagner du temps en faisant ce qu'il ne faut pas faire. Je voudrais terminer, permettez-moi. Oui, ce même processus électoral-là, il faut poser un autre problème. Massissi, pardon, les habitants de Massissi, je m'excuse. Massissi, Rutshuru et Kwamut n'ont pas été enrôlés. Enfin, les habitants n'ont pas réussi à se faire enrôler. Mais on nous a amené une loi portant répartition des sièges et qui a beaucoup de griefs d'inconstitutionnalité. Cette loi-là a écarté certains électeurs, mais on prétend qu'au 20 décembre, le jour des élections, ces mêmes électeurs-là vont se présenter devant les bureaux de vote. Avec quoi en main? Alors, ils n'ont rien en main. Merci, Et même s'ils devaient se présenter avec des cartes d'électeurs, la loi sur la répartition des sièges a déjà alloué des sièges au vu du statistique de 2018. Mais si on prend les statistiques de 2018 et après enrôlement, on constate qu'il y a plus d'enrôlés, il y a plus de chiffres que ce qu'il y a actuellement dans la loi, ça ne va pas correspondre. Et il n'y aura pas le principe d'égalité de tous devant la loi qui prévoit la Constitution. Et donc, prenons tous ces éléments-là, j'aimerais terminer par là. Somme toute, les cadres des discussions se trouvent ailleurs. J'en appelle aux leaders politiques de dire ça au président de la CENI. Que c'est vrai, nous sommes venus, puisque vous avez tendu la main, nous sommes venus, mais nous sommes venus vous dire que ce n'est pas ici les cadres de négociation. Ce n'est plus ici les cadres de discussion, c'est ailleurs. Parce que quand on nous avait... Ailleurs, là, c'est où? C'est ailleurs. Le format, nous savons comment nous les faisons, mais ce n'est plus ici. Ce n'est plus ici. Parce que les questions qui vont être posées à la CENI ne sauront pas être résolues à la CENI. Merci. Alors, Pascal Orongé, il y a la grande question aussi que des observateurs s'y posent. La CENI, les opposants ont récusé même le bureau, la composition du bureau de la CENI. Mais comment se fait-il que la personne que vous récusez, vous allez encore discuter avec lui? Vous voyez que Christian a raison de dire que ça aboutira à rien. Bon, il s'agit de la Commission électorale nationale indépendante. C'est une commission indépendante, en toute logique. Je pense que même lorsque nous faisons des débats, il est aberrant d'avoir des camps opposés, comme qui on aurait un camp qui soutient la CENI et un autre camp qui est contre la CENI. Et non, alors contre que la façon nous de sommes faire. en face d'une structure indépendante qui, son travail, doit être bénéfique pour tout Congolais. Moi, je pars du constat de l'échange entre le président de la CENI et les 4 opposants. J'ai suivi le point de vue de Martin Fayulu. Entre les lignes, j'ai compris qu'ils se sont mis d'accord.
Mais au moins, il y a eu des préalables. Le premier préalable, c'est le fichier. Il faut un audit. Je sais qu'on finira par se mettre d'accord sur cette question. On va reprendre l'audit. Non, c'est en termes d'audit. Deuxième préalable, c'est l'affichage des listes des différents bureaux. La CENI a accepté de faire ça. De mon point de vue, ils se sont entendus pratiquement. Parce que, au moins qu'on soit un mauvais lecteur des faits de la société pour croire que entre la CENI et l'opposition, ou sinon les partis politiques, il y aurait un accord absolu, nulle part, il y aura doute. Non. Parce que lorsqu'un politique va compétir, le premier résultat attendu, c'est être élu. Pour être élu, il développe toutes les stratégies possibles. Et ça, c'est les stratégies politiques pendant les jeux électoraux. Mais maintenant, il faut rester dans l'expérience. Quand vous regardez les élections organisées dans le passé, nous avons toujours connu les mêmes problèmes. Et il faut répéter ces mêmes problèmes. Les mêmes problèmes dans le sens que on n'a jamais été sûr à 100% que les élections seront organisées. Mais la finalité, c'est que les élections ont toujours été organisées. Mais mettons en tête aussi que l'organisation des élections, à chaque 5 ans après, c'est une obligation constitutionnelle. Et aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce temps-là pour qu'on organise les élections. La CENI, elle nous dit, je suis prête à organiser les élections à la fin de l'année. Ce n'est pas à moi de douter. Même si elle nous dit qu'elle est impayée pendant 8 mois, ou sinon depuis 8 mois, et à partir du moment où le calendrier est publié est jusqu'ici respecté, je pense que ce retard, ces difficultés-là, vont trouver solution pour que finalement, lorsqu'on arrive à la date convenue par ce calendrier, en termes d'organisation des élections, les élections soient organisées. Des bonnes élections. Des bonnes élections entendues par tout le monde. Ouais. Le souhait de chaque Congolais, c'est avoir de bonnes élections. Je vous ai toujours dit ici, il ne serait pas bon qu'on répète les erreurs de la fois passée, où à chaque fois après les élections, nous avons des tensions. Et ces tensions-là ne permettent pas que celui qui est au pouvoir fasse le travail normalement, parce que ceux qui réclament avoir été élus font le lobbying, n'est-ce pas, au niveau international pour bloquer les portes à celui qui est au pouvoir. Et la conséquence, c'est nous, la population, qui payons. Ce n'est pas celui qui est élu. Celui qui est élu, il se retrouve, il est là. C'est nous qui payons la conséquence. Voilà pourquoi organiser des bonnes élections, c'est une bonne chose. Et dire aussi que en une année, on ne saura pas organiser les élections, comme si le calendrier de la CENI commence au mois de décembre passé. Non. C'est depuis que nous avions eu le calendrier de la CENI. Ça implique plus d'une année. Je dois vous rappeler aussi à l'époque, avec Ngoï Mulunda, ça l'espace d'une année, avec les Njoli, l'espace d'une année, ils ont organisé trois cycles électoraux. C'est question de la volonté, c'est question de l'engagement, c'est question des fonds, comme nous avons dit ici, et c'est le tout là qui permet finalement que le travail se fasse rapidement. Mais au moins, avec un résultat attendu pour qu'on ait de bonnes élections. La question de la Cour constitutionnelle. Je ne pense pas que la composition de la Cour constitutionnelle est dans l'irrationalité. Je ne crois pas du tout. Ces juges qui sont là ne sont pas des petits-enfants. Les instances judiciaires que nous avons au pays, sinon je veux parler de la magistrature, ainsi de suite, mais je pense qu'ils voient tout ça. S'il y a des impairs, même les opposants vont les dénoncer, de mon point de vue. Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. N'affichons pas toujours une mauvaise image de notre pays quant au fonctionnement des institutions. Je crois qu'il faudrait à un certain moment que nous soyons en mesure de dire, bon voilà, même s'il y a quelque chose qui ne marche pas, la bonne analyse nécessite de commencer par encourager. Et est-ce qu'on ne peut pas, en tout cas, à tout point de vue, arranger cette histoire pour que les choses marchent normalement? Mais lorsque nous sommes très catégoriques, à un certain moment, je pense que ce n'est pas bon. Ouais, parce que le problème, c'est cette rencontre avec les opposants qui viennent avec leurs préoccupations, leurs désirata exposés à la CENI. La CENI a promis de les soumettre à la plénière, mais la question c'était quelles sont vos attentes par rapport à ça? Est-ce qu'il y aura un terrain d'entente? Oui.
j'ai commencé par vous dire qu'après échange avec les 4 partis politiques là, j'ai eu l'impression, de mon point de vue, après analyse entre les lignes, j'ai compris qu'ils se sont entendus. Ce qui reste là, c'est la perfection de ce que tel camp souhaitait, ainsi de suite. Je n'ai pas compris, je n'ai pas lu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a eu des promesses. Attendez, je n'ai pas lu la détermination de l'opposition. En termes de l'opposition lorsqu'il faisait pendant la marche. Après échange avec le président de la CENI, et parler avec fougue, bon voilà, nous ne sommes pas d'accord, on n'a pas été d'accord avec Kadima, ce qu'il nous a dit c'est faux, il n'y aura pas élection. Je n'ai pas entendu ça. Vous voyez, ils ont essayé de ils patientent parce que la CENI leur a tendu la main. Parce que les points qu'ils ont évoqués, ça veut dire qu'ils se sont entendus sur ces points-là. Qu'il arrive par exemple aujourd'hui. Allez, au temps convenu, la CENI affiche les listes devant les bureaux d'enrôlement, là où nous avions eu l'enrôlement. Et qu'il y ait un audit international, enfin, une structure internationale pour auditer le fichier électoral. Et qu'après, on dit le fichier est potable. Le problème va se poser à quel niveau, Soumal? Voilà pourquoi je dis, parce qu'aujourd'hui, nous sommes en période de dépôt des candidatures, dans le respect du calendrier électoral. Que certains ne commettent pas l'erreur, parce qu'il y a un délai. Aujourd'hui, vous ne faites rien, vous vous engagez dans le débat, mais qu'il arrive que la date là expire, et que finalement vous vous mettez d'accord avec la CENI. Vous allez faire comment? Vous allez vous rattraper de quelle manière? Proroger? En prorogeant, vous êtes responsable si jamais les élections ne seraient pas organisées à la date convenue. C'est ce que ça veut dire en d'autres termes. D'où il faut maintenant affûter les armes, déposer les candidatures, tout en échangeant avec la CENI. Voilà. Merci Pascal. Alors, c'est un de ces cas. Pour certains également, et la CENI, c'est pas une main tendue, la CENI est en train de duper les opposants, les distraire, parce qu'il ne sera pas en mesure de répondre à leurs préoccupations. Problème de temps qu'il a évoqué, problème de ressources humaines, problème financier. Je commencerai par rappeler ici, je ne sais plus si j'ai été contredit par Dionys Kaninda, que je salue en passant, ou puis Gérard et Lenga. Je parlais du véritable cadre de concertation pour la CENI. Certains m'ont rétorqué, on n'a pas le temps, nous allons partir. En 2006, l'UDPS n'était pas prête, nous sommes allés. Mais on a un challenger qui a obtenu un suffrage important aux élections présidentielles, qui se retire, qui dénonce le processus et la structure organisatrice. Certains, dans leur intelligence, voudraient nous faire croire que nous pouvons aller aux élections sans compter sur les opinions d'une telle personne. Je répète encore une fois, je parle en journaliste. C'est vraiment tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire on ira aux élections, mais qui ne seront crédibles pour personne. Et Martin Fayulu, en ce moment, aurait encore un autre leitmotiv en disant les élections biaisées. Je ne suis pas allé là-bas, j'ai été challenger en 2018, et là, j'ai dénoncé donc ce pouvoir qui sort de ces élections est nul et dénué des faits. C'est-à-dire, ceux qui auront le pouvoir à ce moment-là souffriront à gouverner. Ils ne vont pas travailler par rapport au développement. Parce que vous conviendrez avec moi que l'objectif de tous ceux qui poursuivent le pouvoir, en principe, c'est de le consolider, mais de travailler aussi pour le bien-être de la population. Donc, le bien-être ne viendra pas, on restera sur le terrain politique pour déjouer les stratégies des adversaires. Je répète ici, les élections, c'est une obligation, Wanje l'a dit tout à l'heure, constitutionnelle. C'est l'affaire de tout le monde. C'est pas une affaire des savants qu'on a élus après, qu'on a retenu après examen sur toute la nation. Ils ont été les plus intelligents, on les a pris. Non. On a créé la CENI pour préserver la paix sociale. Ailleurs, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. On a appelé la CENI, le président Kadima, à un peu plus d'humilité. Aujourd'hui, pourquoi il a reçu le 4, ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe de Lubumbashi? Pourquoi il les a reçus? C'est pas tard là. Est-ce que devrons-nous conclure que le monsieur serait aux abois, la CENI serait aux abois, et que vous devez enfin prendre de là? Pourquoi il n'a pas commencé par discuter avec des acteurs majeurs
On nous a parlé d'une opposition qui serait dans la CENI, mais pourquoi aujourd'hui on reçoit les Fayoulou? La personne qui nous fait perdre le temps ici, c'est la CENI, c'est Kadima. Parce que si Kadima avait commencé par discuter directement avec les concernés, les gens qui ont pignon sur rue, je pense qu'en ce moment, on serait peut-être certainement avancé. On a sous-estimé, on a joué au superbe, on a chambré les gens, mais à la fin, on vous voit le recevoir. J'aimerais qu'il nous donne une explication, M. Kadima. Qu'il nous donne une explication à cela. Cadre de concertation, on a créé combien de mois ici, recevait les opposants, discuter et avançons. Maintenant qu'il les reçoit, on voudrait qu'on applaudisse. Non, il n'y a pas à applaudir. Alors, qu'est-ce qui, selon vous, a poussé Kadima aujourd'hui, comme vous dites? Je ne sais pas, je me demande, je me pose la question. Cette question, c'est à poser à son staff, à Kadima, à tout le monde. À tout le monde. Ne serait-il pas aux abois? Ne serait-il pas au pied de mur? Ne serait-il pas bloqué aujourd'hui? Je rappelle qu'il y a dans ce groupe-là... Je rappelle dans ce groupe-là, il y a quelqu'un qui est arrivé deuxième aux élections présidentielles. Donc, qui est supposé incarner une certaine opinion importante de la République démocratique de la population, de notre population. Alors, vous ne pouvez pas dire que nous allons organiser nos élections par rapport à notre calendrier, par rapport à ce que nous avons, et ailleurs. Et à la fin, on aura quel résultat, quelle crédibilité à l'interne. Quand je parle à l'interne, je pense à une certaine opposition. Et à l'extérieur, on accordera au gouvernement, au pouvoir qui sortira de ces urnes. Ce sont des choses, nous devons protéger notre pays à la fin. Parce que nous sommes attaqués de partout, sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, sur le plan politique. Et qu'on ne dise pas que ce sont les autres. Souvent, les sorciers, c'est nous-mêmes. Deuxième chose, Gisèle. Kadima dit qu'il se pose un problème d'argent, ça fait 8 mois. Mais évidemment, s'il n'y a pas d'argent, on peut avoir tout le monde, le groupe de Lubumbashi, le groupe de Kinshasa, l'Union sacrée. Mais s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas élection. Pourquoi il n'y a pas élection? La CENI se plaint. La DGI se plaint. Les fonctionnaires se plaignent. Mais les chefs de l'État sa détermination. Les fonctionnaires se plaignent. On analyse. On analyse. Ce n'est pas les chefs de l'État qui mobilisent l'argent, ce n'est pas les chefs de l'État qui gèrent l'argent. Dans son dernier discours, les fonctionnaires se plaignent. Il y a des gens qui sont partis en retraite et qui n'ont rien reçu jusque-là. Qui n'ont rien reçu. À la DGI ici, plus-value, les gens qui sont censés, parce que nous avons parlé d'un budget de 16 milliards. Est-ce que savez-vous que les cours et tribunaux ont fait autant de mois sans recevoir leur fonctionnement? Les gens qui sont censés, à travers leur travail, instaurer la paix sociale. Parce qu'à un certain moment, au niveau du ministère des Finances, il y a des gens qui gèrent des dossiers avec nonchalance. Ce n'est pas seulement de la responsabilité des ministres, surtout de sa machine. Parce que ailleurs, moi je connais, je ne veux pas le dire ici, le ministre a donné des promesses fermes, de décompter par exemple en matière de fonctionnement de certaines institutions. Mais ça n'arrive pas parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus importants que le ministre au sein de ses cabinets et qui retardent. Et si la CENI ne reçoit pas l'argent, cela signifie qu'au niveau de mobilisation de recettes, il se pose un problème. N'oubliez pas l'autre challenge, le plus important, c'est le problème sécuritaire à l'Est qui se déplace aujourd'hui vers l'Ouest, qui demande beaucoup d'argent. Les élections, qui demandent beaucoup d'argent. Et cela, par rapport à cela, la solution, c'est l'argent, c'est les finances, ce ne sont pas les discours. Le chef de l'État peut émettre de vœux, peut dire ce qu'il pense, ce qu'il aimerait voir, mais il n'est pas magicien. Il ne peut pas être aux finances, à la défense, au budget, dans la décentralisation au même moment, et puis ça barde un peu partout. Regardez un peu comme nos provinces sont gérées aujourd'hui. Et au même moment qu'ils soient sur le domaine du développement, avec notamment les PDL qui essaient d'apporter un peu un sourire. Non. Il faut vraiment être magicien pour essayer de trouver la chimie, pour faire marcher tout cela. Si vous n'avez pas de bons collaborateurs, si nos ministres n'ont pas de bons collaborateurs, il n'y aura pas de l'argent pour... Et imaginez que les gens qui sont en train de travailler dans l'immobilisation, je pense à la DGI et les autres structures, qui accusent des retards et qui sont pratiquement en problème de lecture avec le ministère, qui parlent de plus-value, d'autres qui parlent de la révocation de la plus-value, leur prime n'arrive pas, mais les gens là qui sont censés aller chercher l'argent
dans la poche des entreprises et des gens, s'ils ne sont pas payés, vous pensez que l'assignation de 16 milliards sera atteinte? Donc, je reviens à ce que nous disions, s'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas élection. Que les opposants, le décor est déjà planté. que ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est-à-dire que ça ne sera pas une réponse politique. Ce sera une réponse de ceux qui détiennent l'argent, qui ont le pouvoir économique, le pouvoir financier, qui vont déterminer les élections. Et c'est dangereux quand on pense qu'en 2018, les élections ont été organisées pratiquement dans des conditions pareilles. Tout le monde criait, il n'y avait pas d'élection. Le gouvernement ne versait pas sa quote-part par rapport à la réserve qu'on devait avoir. Et le Congo a organisé les élections sans apport extérieur. Ça a énervé à l'extérieur, mais ça nous a attiré une certaine respectabilité. Est-ce que serons-nous capables aujourd'hui de réitérer cet exploit? La question reste entière. Mais c'est possible. Mais c'est possible parce que nous l'avons fait. Voilà, alors, nous l'avons fait il y a 4 ans. Et si aujourd'hui, on peut réitérer le même exploit, ça nous attirera une certaine respectabilité à notre avantage, bien entendu. Alors, de par vos analyses, Christian et Mango, et si on faut parler en termes de recommandations, comment est-ce que vous entrevoyez la suite du processus avec ces rencontres, avec les deux parties? Est-ce que, ou quelles recommandations vous faites par rapport à cela? Lorsque j'ai parlé tout à l'heure, j'avais même déjà chuté par une première recommandation. Mais vous permettrez quand même, vous avez posé 2 questions ici, bien qu'elles ne m'ont pas été adressées, mais j'ai de l'intérêt à répondre aussi à ces questions-là. C'est que vous avez voulu savoir pourquoi aujourd'hui seulement que le président Kadima invite les autres partenaires à se rapprocher de lui. Je vais vous donner la réponse. C'est qu'aujourd'hui, le président Kadima constate que on ne saura pas organiser les élections dans le délai. Mais le problème, c'est à qui il faut faire porter le chapeau. Bon. Voilà. C'est cela le problème. À qui il faut faire porter le chapeau. À l'opposition. Si le président Kadima dit que nous, au niveau de la CENI, en fait, je vais être plus clair. Vous savez, il y avait Corneille Nangaa, d'ailleurs, c'est son image qui circule, qui défile derrière vous, qui avait dit à une époque, nous sommes en 2016, vous voulez bien organiser les élections, faites 504 jours. Lui, au moins, il avait le courage de dire, faites 504 jours. On l'a tourné en dérision, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais aujourd'hui, le président Denis Kadima se trouve dans la même situation. Est-ce qu'il doit dire il faut 504 jours ou moins que ça? Ou il doit toujours nous donner des garanties qu'il y aura les élections le 20 décembre ici? C'est devenu compliqué. Mais si vous dites seulement à la population, et pas seulement la population, il y a aussi une communauté internationale qui a les yeux braqués sur le Congo. Parce que nous faisons souvent, nous avons fait des voyages là-bas tout le temps pour demander leur soutien dans tel ou tel autre secteur. Elle a aussi les yeux braqués sur nous. La population qui a les yeux braqués sur le gouvernement, l'exécutif dans son ensemble. Si seulement vous essayez de lui dire qu'il y aura un jour de retard aux élections, ce sera le feu. Pour éviter ce feu-là, il faut trouver un mécanisme qui va permettre à ce que la population accueille votre message. Mais si c'est dit par Kadima, comme il a toujours été soupçonné d'être des mèches avec le régime, tout le monde dira c'est le régime qui a créé ces retards-là. Voilà le schéma. Alors pour éviter ça, il tend un piège à l'opposition. Celui-ci, ou celle-ci, si elle mord à l'hameçon, c'est elle qui dira publiquement non, il ne faut plus organiser les 20, il faut reporter. Alors le régime dira ah, moi je suis là, j'étais disposé à organiser, vous voyez, il y a mon calendrier, j'avais tout fait. C'est eux qui ont dit qu'il faut rallonger. Mais Christian, vous croyez que cette analyse-là, cette réflexion, est-ce que aujourd'hui, oui. Est-ce que vous croyez vraiment que cette analyse-là, cette réflexion à l'opposition n'a pas ça en tête ou ne réfléchit pas de la sorte? C'est que vous voulez dire que c'est en commun accord avec l'opposition qui veulent, par exemple, passer au glissement? Je ne peux pas traiter l'opposition d'idiote. Parce qu'ils réfléchissent aussi, quand ils viennent... Oui, mais justement, ils réfléchissent. Voilà pourquoi dans leur réflexion, j'ai suggéré qu'elle puisse dire au président Kadima
D'accord, nous avons demandé depuis plusieurs années, parce qu'il ne faut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. D'accord, depuis plusieurs mois, nous avons dénoncé le processus électoral, nous avons voulu vous rencontrer, c'est à peine aujourd'hui que vous nous donnez ça. Mais, Monsieur le Président, les problèmes qui vous concernent sont devenus aujourd'hui transversaux. C'est-à-dire, nous allons vous poser les problèmes de savoir, donnez-nous l'état des moyens que vous allez nous dire, nous avons 8 mois de retard. Or, les 8 mois de retard là ne seront pas résolus par vous. Il faut qu'on pose cette question directe à une autre personne. Ce n'est pas le président Denis Kadima qui va mobiliser. C'est pour ça que je disais au départ ici, Denis Kadima n'a pas plus de compétences que d'organiser les élections. Donc c'est ça, le côté insidieux de la démarche du président de la CENI. Il faut tendre un piège à l'opposition. Si celle-ci vient, elle tombe, c'est elle qui va faire constater qu'il faut qu'on dépasse. Or, si on nous avait écouté plus tôt, ou si on nous écoute aujourd'hui quand nous disons que ce n'est pas ce cadre-là qu'on nous écoute aujourd'hui, s'il vous plaît, chers leaders politiques, j'appelle à votre bravoure de savoir que c'est le moment de dire au président Kadima, aujourd'hui c'est le président Adolphe Mouzitou qui va voir Denis Kadima, président de la CENI, c'est le moment de lui dire, ce n'est pas à votre niveau ici que vous allez résoudre ces problèmes. Je connais ce monsieur-là, le président Adolphe Mouzitou, du côté où il sait manier les chiffres, il va lui dire carte sur table de tous les chiffres. Ce n'est pas le moment, c'est le moment de lui dire, trouvons un autre cadre. Pourquoi? Parce que si nous trouvons ce cadre-là et nous ne faisons pas le folklore que nous aimons faire ici dans ces pays, nous avons encore quelques mois que nous pouvons rattraper. Et je peux vous donner des exemples, c'est clair. S'il y a un problème sur la loi portant répartition des sièges, cette loi-là a été adoptée au Parlement en l'espace de 10 jours. Nous avons encore une session parlementaire où nous pouvons rattraper les 10 jours. S'il y a des problèmes au niveau du budget et qu'il faut choisir des priorités, il faut envoyer l'argent dans les priorités élections. Nous pouvons demander à ce qu'on ouvre une session extraordinaire et que des collectifs budgétaires se fassent, qu'on transfère l'argent ailleurs. Et pas là où on doit donner 12 millions de dollars pour certaines opérations seulement qui ne nous font gagner, qui ne font rien, qui ne font pas gagner du temps. S'il y a encore d'autres opérations, parce que je dois vous donner un fait, il y a des cartes d'électeurs où les écrits s'effacent. Jusqu'aujourd'hui, la CENI ne sait pas si c'est sur base de quelles statistiques aujourd'hui qu'on peut évaluer ces cartes d'électeurs-là qui ont aujourd'hui des écrits qui se sont effacés. Alors, les gens vont à supposer que nous sommes à 30 ou 40%, c'est un autre processus d'enrôlement qu'il faut faire. Or, là, ça va nous prendre encore du temps. C'est le moment de profiter pour qu'au 20 décembre, le calendrier électoral soit respecté. Mais si nous faisons la sourde oreille, moi je pense qu'on va convoquer ce cadre de concertation-là ailleurs qu'à la CENI. Mais ce sera tard. Nous allons faire les choses de manière précipitée et le calendrier va être impacté. Alors, Pascal, votre proposition également, recommandation, parce que nous devons aussi parler de ces phénomènes d'enlèvement. Je propose que on s'aligne derrière le calendrier, qu'on dépose les candidatures telles que la CENI a donné sa date. J'ai lu même un communiqué de la CENI signé par M. Moïndo. C'est du 2 juillet. Il dit le 15 juillet, c'est la date de la fin du dépôt des candidatures. Il n'y aura pas une autre date, il n'y aura pas de prolongation. Ça, c'est la CENI qui dit. Même s'il y aura, mon point de vue, parce que l'impératif constitutionnel est là en termes de temps. Même s'il y aura des discussions, même s'il y aura des concessions, je pense qu'il est plus prudent de respecter ce temps-là pour le dépôt des candidatures. Deuxième, ils ont eu suffisamment de temps. Deuxième élément, mais on a voulu qu'on échange avec la CENI. Ça a été l'appel pratiquement de beaucoup de gens. Et que lorsqu'on échange avec la CENI, on veut encore penser à un autre cadre d'échange. Mais ça devient un peu compliqué. Parce que là, ça risque encore de tout compliquer. Tout mettre en cause. Et tout mettre en cause, je ne pense pas qu'à l'espace de 6 mois, on sera tout refaire pour avoir les élections dans le respect de la Constitution. Soit à ce moment-là, on va réitérer la mauvaise expérience de 2018, 2016 et 2018, où nous avions eu 2 ans de bonus pour le président en fonction à son temps avec son régime. Et carte d'électeur, mais vous aviez bien dit, moi j'ai suivi le président de la Commission électorale nationale indépendante. Il dit, ce n'est pas qu'il y aura une opération générale ou collective. Si je constate
au moins, les bureaux là seront disposés. Si je constate que ma carte n'est plus lisible, je cherche le duplicateur. Ça, c'est Après, ça s'efface encore à la veille des élections. Ça, c'est un message. Comment on va Ce n'est pas que lorsque il y aura un moment où on va ouvrir pour tout le monde, on prend une période, allez, cette période est incluse dans le calendrier pour que on reprenne encore des cartes d'électeurs. Si on dit ça va s'effacer après, ça encore s'efface à la veille des élections. Mais comment on va faire Maintenant, à la veille, on va faire. Je ne vais pas reprendre les duplicateurs. J'analyse seulement. Je suis en train d'analyser juste le point de vue du président de la Commission électorale nationale. Nous sommes à 6 mois des élections, n'est-ce pas? Si cette opération peut se faire à 3 mois des élections, si je peux avoir ma carte à 2 mois des élections, je ne pense pas qu'elle va s'effacer. Voyez-vous? On est dans ce cadre-là. Et voilà pourquoi. Donc, tout ce que nous disons ici, et je crois que nous convergeons, ce qui est plus important, c'est l'organisation de belles élections. Mais moi, je veux être ici, je veux être humain, je veux être dans le monde des sensibilités. Je ne veux pas être dans l'intelligibilité, dans le rêve, dans la perfection absolue. Non. Dans ce monde de la sensibilité, je ne vois pas la CENI être à mesure, surtout nous, dans l'apprentissage de la démocratie, nous organiser des élections qui ne seront nullement contestées. Je ne vois pas ça. Il y aura toujours des postures. Pascal va prendre sa posture parce qu'il a la crainte et la volonté absolue en tant que politique d'être toujours élu. De ce point de vue-là, je souhaiterais que la CENI fasse ma volonté pour que moi je sois élu, alors que la CENI va faire le travail de la manière indépendante qu'elle peut faire. Chacun maintenant, dans sa manière de vouloir que la CENI fasse le travail comme elle lui pense. Et c'est là où il y a maintenant de la mise en cause du travail de la CENI. Généralement, c'est cela. Mais il faut qu'on accepte que nous sommes dans le monde de la sensibilité. Nous devons faire des concessions. La CENI, oui, il est vrai que vous n'allez pas nous faire un travail absolument bon. Mais il faut que le seuil, n'est-ce pas, de l'acceptabilité soit aussi, en tout cas, observé par la majorité d'acteurs qui compétissent. Ce point de vue, j'ai l'impression que Pascal communique mieux que les spécialistes de la CENI. Parce que je me rappelle, la CENI nous a dit qu'on aura des élections meilleures comme on les a jamais eues auparavant. Non, si... non. C'est mon temps. Je ne te pose pas la question. Je te pose pas la question. Je me rappelle de ce que les acteurs de la CENI ont dit à un certain moment. Quand on a fait des observations ici sur la carte d'électeur, on a botté en touche. Ce sont des jaloux, ce sont des gens qui ne comprennent rien. Quand on a fait des observations par rapport aux nominations et tous les restes, on a dit que c'était des jaloux, on a botté en touche. Tout ce que nous avons laissé de côté nous reviennent sur la figure. Tout ce que nous avons rejeté hier, dont notamment le carte aujourd'hui, qui s'avère vraiment inutilisable, même si vous allez faire certaines opérations officielles ici, on a des difficultés pour prendre certaines informations sur cette carte-là. Si aujourd'hui on reçoit Fumumpa, alors que hier ce n'était même pas à l'ordre du jour, parce que nous on organise les élections. Je voudrais dire, comme le Kina dit aujourd'hui, allons seulement. Allons seulement, nous allons voir là où nous allons arriver. Si il y a des propositions à faire, je demanderai au président Kadima, très respectueusement, et à son équipe, d'écouter un peu plus. D'avoir un peu de recul. Ils perdent rien, ni leurs avantages, ni leurs fonctions, ni leur honorabilité. Si se mettre à écouter, ne serait-ce que les gens qui sont en train de parler. Tout le monde n'est pas contre Kadima, tout le monde n'est pas contre. Au contraire, on parle parce que nous avons les soucis d'avoir de bonnes élections. Mais on ne peut pas fanatiser les gens, on ne peut pas être là pour dire, si vous dites le contraire de ce que Kadima ou le ministre a dit, vous êtes contre Fachi. Ne politisons pas. C'est une commission indépendante. C'est-à-dire quoi? C'est une structure de la société civile. Le responsable sort de la composante confession religieuse. C'est-à-dire que, étant quelqu'un qui revient de ces le valeur religieuse devait transparaître dans sa manière de faire. Je rentre à la source. Je ne rentre pas sur des recommandations parce que je n'ai pas la prétention de connaître, de faire mieux que les spécialistes qui sont
à la CENI, je l'ai dit sincèrement. Mais je pense que sur le plan moral, sur le plan éthique, sur le plan humain, ils ont des choses à apprendre. Écoutez. Mais quand vous dites écoutez, je me pose la question. Écoutez, même si ça va emmener jusqu'au glissement, il faut toujours écouter, même si ça va perdre. Mais on a pris 2 ans. Est-ce que le président Fachi n'est pas à la tête du pays? N'est-ce pas qu'on a évité le bain de sang que tout le monde craignait? Si cela, c'est pour le bien du Congo, je dis. Si c'est pour le... Non, je ne parle pas de glissement, parce que tout le monde est conscient des difficultés. Je prends une seule, financière. Vous voulez respecter les calendriers. Je suis d'accord avec Pascal. Mais si vous n'avez pas d'argent, vous faites quoi? Vous allez vendre quoi? Une partie du Congo pour organiser un cycle électoral? Non. Pas du tout. Soyons responsables et soyons pragmatiques. Mais en commençant par la CENI qui doit comprendre que c'est une structure de la société civile, c'est une structure qui est là pour assurer la paix et non pas brûler les pays. Écoutez, messieurs de la CENI, écoutez. Voilà, je vois que nous attendons déjà vers la fin. On a reçu des appels par rapport à ces phénomènes d'enlèvement. J'aimerais qu'on fasse un tour de table par rapport à cela. Et ça prend de l'ampleur. Chaque jour, il y a des photos, des publications sur les réseaux sociaux par rapport à cela. Alors, Christian et Mango, vous avez 1 minute et ça sera la fin, Moro Nzambe. 1 minute, c'est la fin. Ouais. Je ne sais pas quoi dire par rapport au phénomène des enlèvements parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est que je pensais, un jour on nous a dit, il faut colorer les taxis. Nous avons coloré les taxis en jaune. Oui, c'était une mesure sporadique. Il fallait réagir. On nous a dit non, en plus de colorer les taxis, il faut avoir un numéro qui soit collé à chaque taxi. On l'a fait. Mais aujourd'hui, le mode opératoire, me semble-t-il, a un peu changé. Mais justement parce que les solutions durables dans ces pays, il faut qu'à un moment donné, nous puissions les prendre. Nous sommes un pays où il n'y a pas de permis de conduire. On l'a reproché ici. Non, c'est le ministre Chéribin Okende qui est là, qui ne fait rien. Il a quitté depuis. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a toujours pas de permis de conduire? Parce que quelqu'un qui n'a pas de permis de conduire va n'importe où, il n'a pas de pièce d'identité, il vous fait entrer dans sa voiture, il vous emmène, et puis, même si on l'arrête, on ne sait pas d'abord lui reprocher cette infraction-là. Deuxièmement, les plaques d'immatriculation que nous avons dans les véhicules. Quelqu'un peut vous vendre une voiture, mais avant qu'il puisse vous vendre sa voiture, sa plaque d'immatriculation avait une adresse, il déménage, il va ailleurs, il vous vend la voiture, mais sa plaque d'immatriculation là est accolée avec son ancienne adresse. Il n'y a pas de politique durable. Pour mettre un terme à cette histoire-là, il faut qu'on soit sérieux d'abord au ministère de l'Intérieur. Il faut qu'on soit sérieux au ministère des Transports. Il faut qu'on puisse, malheureusement, l'ONIP ici qu'on vient de mettre en place, c'est déjà ce que j'entends là-bas, que les cartes qu'on délivre là-bas ne sont même pas sécurisées, il n'y a pas les codes QR là-bas. Difficilement identifiable quand vous voulez utiliser les numériques. Donc, il n'y a pas de sérieux, il y a des enlèvements, parce que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Moi, j'ai pensé qu'on allait nous placer quand même des caméras dans partout où il y a des endroits qui sont un peu, pas très, comment on dit, occupés. Mais malheureusement, cela ne préoccupe pas les politiques. Et comme ça, le domaine de la circulation routière au Congo pose tellement de problèmes que je voudrais bien qu'on y mette un peu plus de sérieux, qu'on fasse tout pour que les permis de conduire soient délivrés aux Congolais qui en ont les droits, qu'on fasse tout pour qu'on ait un fichier de la population sérieux. Parce que ce fichier-là permettra à ce que ceux qui va yibio, na mutuka moko ba enlever yo, na français lingala, ba enlever yo, ceux qui va boire qui au tali plaque, ou yebi ko identifier si kane ni mutuka ne bimaka. Mais si vous ne savez même pas identifier les véhicules par sa plaque, c'est ça le problème. Alors Pascal, vous aussi 1 minute et 1 minute à Tseka et ça sera fini. Là c'est déjà 2 minutes. Non. Mais je pense que le frère a évoqué des points importants. La première responsabilité, c'est le ministère de l'Intérieur, qui est appelé à sécuriser les personnes et leurs biens. Et lorsque les personnes et leurs biens ne sont pas sécurisés, alors le ministère de l'Intérieur doit s'assumer, parce que là,
il est en train de faillir. Que ce soit la police, que ce soit les services de sécurité, doivent s'engager, en tout cas pour apporter la quiétude auprès de la population. Nous devons nous rappeler qu'à chaque fois avant les élections, il y a toujours des phénomènes. Peut-être comme aujourd'hui, nous avons des enlèvements, et tel phénomène peut surgir ainsi de suite. Mais il y a des enlèvements maintenant. Je ne veux pas parler de mains noires. L'État a l'obligation d'assurer la sécurité. N'est-ce pas? Il n'y a pas à se justifier quant à ça. Aujourd'hui, les enlèvements, c'est pratiquement chaque jour qu'on a de telles informations. Le frère vient d'évoquer un aspect important ici des immatriculations des véhicules. Et prenons le cas par exemple des véhicules Ketch. Si hier j'avais un véhicule en couleur jaune, abîmé, j'achète un autre véhicule en couleur jaune, Ketch toujours. Souvent on a tendance d'enlever la plaque et on met dans l'autre véhicule et on laisse circuler comme ça. Et vous vous rendrez compte que même les policiers ne sont pas experts en ça. Tout à fait. Peu instruits et ils sont plus dans la quête d'argent. Même lorsqu'on constate que votre immatriculation pose problème, mais quand vous sortez l'argent, il a besoin d'argent et puis il vous laisse partir. C'est ce qui crée l'insécurité. Et donc, je pense maintenant que le ministère a une grande responsabilité, une lourde responsabilité, qui ne peut pas chercher d'échappatoire ailleurs, qui ne peut pas se justifier autrement. Il est dans l'obligation de sécuriser les personnes et leurs biens. Merci Pascal, et on termine avec... Rapidement, ce phénomène ne commence pas aujourd'hui. Hein. Ça, on doit le dire, mais sauf qu'il y a une recrudescence, il y a une montée en puissance de ce phénomène et ça nous inquiète. Et nous sommes victimes d'une gouvernance compartimentée au niveau de nos provinces. Dans la ville de Kinshasa, à un certain moment, quand le gouverneur Kinbout avait pris la mesure d'éteindre toute le voiture taxi en jaune, c'était et mettre les codes, c'était notamment pour lutter contre ces phénomènes. Mais les plus intelligents qui sont arrivés ont mis tout dans la poubelle et ils ont repris pour reprendre la même chose, mais n'étant pas à la hauteur, parce que cela nécessite non seulement d'avoir la couleur et le code, mais surtout d'avoir des personnes qualifiées pour traquer et arrêter, parce que les gens qu'on trouve dans des véhicules... Il semblerait que même les données en question, les données de référence là, n'existent plus à l'hôtel des véhicules. Mais il n'y a pas de base de données, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'on vend, on en fait un commerce. Les gens viennent, ils achètent les trucs. Est-ce qu'on peut aller auditer, voir s'il y a une base de données datant et de maintenant par rapport au Chava automobile de Kinshasa? Il n'y en a pas. Il y a une gouvernance bancale qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes exposés. Nous sommes exposés. C'est de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, mais aussi de la responsabilité des gouvernements provinciaux, de manière générale, et des Kinshasa, parce que l'État a conféré aux provinces des compétences et des moyens. La police de Kinshasa est au service du gouverneur de Kinshasa. Général Silvano Kasongo travaille avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Est-ce que la police de Kinshasa, avec tous les moyens, on peut discuter là-dessus, hein, je regarde, je vois le général, on peut discuter, je le salue en passant, mais on peut pas terminer, mettre fin, parce qu'à un certain moment, cela a été mis en berne, si ça revient. Est-ce des instigateurs, parce qu'on a les Mobondo déjà ici, à l'entrée de Kinshasa. Devons-nous faire un lien entre ce qui se passe là et ces phénomènes? Les gens qu'on arrête ont des effets militaires, ont des armes. Alors, on n'arrive pas. On aimerait que le ministre des Finances, Excellence Peter Kazadi, nous explique. Qu'il ne se plaigne pas, qu'il nous explique, qu'il nous dise qu'est-ce qu'il faut faire. On aimerait que le gouverneur de la ville de Kinshasa, pas le général Kasongo, parce que le général exécute le pouvoir, les ordres du gouverneur, que le gouverneur Gentilin Ngobila nous dise, même à travers son ministre qui a publié un communiqué, mais qui n'est pas à la hauteur, qui n'est pas à la hauteur de besoin, parce que tout ce qu'il a dit, ce sont des mesures qui ont été prises auparavant. Et ils arrivent, ils pensent recréer la boussole. La boussole a déjà été créée, qui nous disent actuellement, par rapport à l'ampleur de ce phénomène, qu'est-ce qu'il veut faire pour nous sécuriser. Voilà. La question reste posée. Si je parle du ministère de l'Intérieur, c'est qu'il a la compétence de convoquer le gouverneur,
de convoquer tous les services de sécurité, réfléchir sur Il la n'y a pas de question. tutelle par rapport à ça. Réfléchir monsieur. sur la question. Non, sur la question de L'émission est finie, réfléchir Pascal. sur la question et donner de nouvelles orientations pour ramener la paix. Donc, c'est à la compétence directement d'abord. Le gouverneur ministre de est l'Intérieur. élu sur un Oh là là, programme qui l'émission est inclut. Le gouverneur est élu sur un programme qui inclut notamment l'aspect sécuritaire. Vous parlez de la sécurité. Qui inclut Merci, la Pascal. sécurité, Merci, la Serge. politique de la L'émission est sécurité de la finie. ville. C'est le Merci. gouverneur d'abord, pas Voilà. le ministre de l'Intérieur. Nous avons fini. Merci CNTK, merci Christian Emango, merci Pascal Oronje, merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque, merci à Lola Kinyama, Moro Nzambe, Belonzinga Alain Kabongo, José Andia, merci à Doudou Montiri, l'homme de Lukunga. Nous retrouvons le mercredi avec vous. Vous serez demain avec Idi Kabir. On va commencer déjà la campagne.